Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le roi Mohamed VI en visite d'État à Madagascar. Au sommet de cette rencontre, la consolidation des relations historiques entre les deux pays et la signature de plusieurs accords de coopération. Réunion afro-arabe des ministres des Finances et de l'économie. Une rencontre en prélude au sommet Afrique-Monde arabe qui s'ouvrira ce mercredi à Malabo en Guinée équatoriale. Et puis les religieux tchadiens en campagne contre l'extrémisme. Cette initiative obéit au calendrier de la prière commune organisée chaque année par les confessions religieuses du Tchad. 61 ans après l'exil de Mohamed V à Madagascar, le roi Mohamed VI revient sur les traces de son grand-père. Une visite symbolique en prélude au sommet de la francophonie qui doit avoir lieu dans la Grande Île est également l'occasion de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Fanny Monichi. C'est une visite riche en symboles qu'effectue le roi du Maroc Mohamed VI à Madagascar. Le souverain chérifien se rend pour la première fois à Antsirabe, la ville où son grand-père Mohamed V avait été exilé par les autorités françaises il y a 60 ans. Des relations historiques que le Maroc entend consolider. Le royaume prévoit d'ailleurs d'y construire un centre de formation professionnelle ainsi qu'un hôpital pédiatrique. Deux grands projets sociaux signe de l'attachement de la famille royale à Antsirabe. C'est un pèlerinage sur un lieu de déportation de son grand-père, Mohamed V. Et c'est une manière aussi de rappeler cette période particulière de l'histoire du Maroc. Donc la monarchie, il y a une symbolique autour de la monarchie. Et puis il y a une volonté aussi de marquer les esprits parce que la délégation marocaine qui l'accompagne dans ce voyage est importante. Un renforcement de la coopération avec la Grande Île qui passe également par le volet économique. Ce lundi 21 novembre, 22 accords ont été signés entre les deux pays dans plusieurs secteurs, tels que l'agriculture et les banques. Des conventions ont par ailleurs été conclues entre des entreprises marocaines et malgaches. C'est notamment le cas du groupe Attijari Wafa Bank et de BNI Madagascar. Tout cela dans une volonté du Maroc de s'ouvrir davantage à la zone Afrique de l'Est, océan Indien. Le Maroc a appris l'Afrique en marchant. Parce qu'au départ, il y a une douzaine d'années, le Maroc ne pensait même pas à une stratégie africaine, mais les entreprises, notamment les télécoms et les banques marocaines, ont ouvert la voie et ont montré l'extraordinaire potentiel de l'Afrique. Et en plus, Madagascar, c'est une île qui a énormément de potentiel. C'est un pays où tout est à faire. Madagascar figure en bonne place. Elle est dans une position géostratégique d'une importance capitale. Comme pour les précédentes escales africaines, la question de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine sera également au menu des échanges. Au sommet de l'organisation continentale à Kigali en juillet 2016, le président malgache R. Azonarimampianine avait d'ailleurs apporté son soutien au retour du royaume chérifien. Et parmi les accords signés, celui du groupe Attijari Wafa Bank et la BNI Madagascar qui ont scellé un protocole d'accord en vue d'établir une coopération étroite et multiforme. La cérémonie de signature s'est déroulée devant les deux chefs d'État au palais présidentiel à Antananarivo avec une part de marché prépondérante de plus de 20% en 2015. La BNI Madagascar est la première banque malgache. Elle emploie plus de 900 collaborateurs et gère un portefeuille de 120 000 clients. Au Mali, les électeurs ont élu leurs conseillers municipaux ce 20 novembre, mais ces élus dirigeront seulement les communes des villes du pays. Quant aux grandes villes, une autre élection sera organisée pour élire les maires conformément à la nouvelle disposition électorale. Reportage au Mali de notre correspondant Mouktar Baré, commenté par Deogracias Podo. Des conseillers qui vont diriger les destinées de leur municipalité pour les 5 années à venir. Cependant, le pays n'en a pas fini avec les élections. En mars 2017, les édiles des capitales régionales seront choisis au suffrage universel direct, une première au Mali. Cette disposition émane de la nouvelle loi électorale votée en octobre 2016. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de respecter la volonté populaire.
c'est de faire en sorte que celui ou celle que les populations auront effectivement choisi puisse être effectivement le maire de la commune et de la circonscription électorale. Parce que dans le temps, qu'est-ce que nous avons vu? Vous voyez que sur les 45 conseillers d'une commune, par exemple, vous avez un parti, une formation politique qui n'a qu'un seul conseiller. Et c'est ce seul conseiller-là qui est maire au final. Au nom de quoi? Au nom des alliances politiques, au nom des alliances souvent qui sont même contre nature pour la plupart du temps. Cette formule permettra aux maires de bénéficier d'une légitimité populaire, mais aussi d'établir des liens solides entre les gouvernants et les gouvernés. Moi j'ai été maire, je suis bien placé pour savoir qu'un maire, sans un soutien populaire, ne peut pas faire grand-chose. Donc notre objectif au niveau du parti sera d'abord de faire en sorte que les élus, ILMA, obtiennent la confiance des populations en travaillant avec elles et en les mettant à l'aise, en faisant en sorte que quand les populations viennent à la mairie, elles se sentent chez elles. Ça n'a pas été toujours le cas, ce n'est pas toujours le cas au Mali. Les élections du 20 novembre ont été entachées de violences au nord du pays. Des observateurs de la scène politique redoutaient ces attaques. Pour les autorités maliennes, ces violences ne doivent pas empêcher l'État et le Mali de s'acquitter de ses missions. Ces élections maintes fois reportées auront le mérite de doter le pays de nouvelles autorités. En prélude au sommet Afrique-Monde arabe, la réunion des ministres de l'économie et des finances des pays participants se tient depuis ce lundi à Sipopo en Guinée équatoriale. Au menu des discussions, les stratégies pour renforcer la coopération économique des deux régions qui représentent près de 1,3 milliard d'habitants et un PIB combiné de 1,4 million de dollars. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. La coopération Afrique-Monde arabe au centre de toutes les attentions en Guinée équatoriale. Réunis à Sipopo pour le 4e sommet du genre, les ministres des Finances et de l'économie des pays participants ont pour ambition de dynamiser leurs partenariats économiques. Cette rencontre entend contribuer aux efforts visant à faire de la coopération entre ces deux entités un vecteur de développement réciproque. Tirer les leçons de notre parcours et de nos expériences pour régler les points d'achoppement, se concentrer sur la consolidation de notre partenariat stratégique productif d'une manière rationnelle et actuelle autour des intérêts communs des peuples que nous représentons dans les domaines politiques, sociaux, économiques et culturels. Tels sont les principaux axes des plans que nous avons préparés pour ce sommet. La rencontre de Sipopo vise un partage de compétences dans des domaines variés avec une attention particulière sur les infrastructures transfrontalières. Les riches monarchies pétrolières du Golfe suscitent un intérêt croissant. Avec ses 1,216 milliards d'habitants, le continent africain est un partenariat important. La présente réunion se tient à un moment où le dialogue entre l'Afrique et le monde arabe représente des opportunités de plus en plus importantes. Des opportunités de partenariat entre nos deux régions essentielles pour supporter et pour libérer le potentiel des deux régions et formuler leur position sur la scène internationale. Since the inception of the Africa-Arab relations in 1977, en 1977, le premier sommet Afrique-Ligue arabe posait les bases d'une coopération sud-sud. La rencontre de Malabo devrait déboucher sur une plus grande unité et une plus grande solidarité entre ces deux régions qui représentent près de 1,3 milliard d'habitants et un PIB combiné de 1,4 trillion de dollars. Et Africa 24 vous propose de suivre en direct du Palais des conférences de Sipopo en Guinée équatoriale ce mercredi à partir de 9h15 GMT, la cérémonie officielle d'ouverture de ce sommet Afrique-Monde arabe. Comme la plupart des pays sahéliens touchés par les violences terroristes, le Tchad continue de sensibiliser sa population contre les risques de la radicalisation des jeunes. C'est dans cette optique que les leaders religieux organisent une vaste campagne pour lutter contre le phénomène, une initiative soutenue par les autorités administratives et communales du Tchad. Mahamat Ramadan, Ibrahima Djoumaba. Au Tchad, les communautés musulmanes, chrétiennes, protestantes et coutumières organisent une vaste campagne de sensibilisation contre l'extrémisme violent. La cohabitation pacifique et la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects constituent les principaux thèmes débattus par les leaders religieux. Une initiative soutenue par le gouvernement tchadien qui voit en cette campagne un moyen d'éradiquer le terrorisme. Comme vous le savez, nous sommes entourés par
des terroristes. Partout ils sont et nous ne pouvons que prier. Et chaque Tchadien doit aussi prier pour que la sécurité règne dans notre pays. Et que je profite de votre micro pour lancer un appel mérité à tout le peuple tchadien d'être vigilant, très vigilant, parce que notre guerre avec les terroristes et le Boko Haram n'est pas finie. Cette campagne de lutte contre l'extrémisme violent obéit au calendrier de la prière commune qu'organisent chaque année les confessions religieuses. Les jeunes sont les principales cibles de cette campagne. Un musulman doit prôner la paix partout où il se trouve et doit être soucieux du bien-être de ses semblables. L'islam n'est pas le rejet d'autrui, moins encore la violence. L'islam est une religion de paix et de cohabitation pacifique. Ne vous laissez pas berner par les partisans de la violence et de la haine, qui ne partagent aucune valeur de l'islam. Soyons unis et combattons les mauvais esprits qui tentent d'endoctriner nos jeunes et nos religions respectives. Des milliers de fidèles de toutes les confessions religieuses ont répondu présents au rendez-vous de la prière conjointe contre l'extrémisme violent. Rappelons que le Tchad est l'un des pays sahéliens où la cohabitation interreligieuse est renforcée par la loi fondamentale. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.